Salut les Wargamers, c'est Evie de French Mio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Père Castor pour découvrir ensemble le nouveau patch d'équilibrage pour Warhammer 40 000. On se retrouve donc pour ce patch d'équilibrage. Je rappelle que Game Workshop a choisi depuis la 10e édition d'interagir avec le jeu tous les 3 mois pour avoir toujours des datas qui sont fraîches. Ils observent globalement quasi tous les plus gros événements mondiaux pour ça. On va donc découvrir cette différente vidéo. Au début, je t'interrogerai sur la méta et peut-être la nécessité de ce patch d'équilibrage, ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu. Ensuite, c'est surtout la découverte de 3 nouveaux profils respectivement pour les Tyrannides, les Votann et bien évidemment nos amis Leto, et aussi changement de forme sur la communication de Game Workshop. Aujourd'hui, ils ne veulent plus un document, la data slate qui reprendrait tout. Maintenant, il vous suffit d'aller directement dans l'armée qui vous concerne pour ce qu'on appelle le Faction Pack. On va donc commencer tout de suite. Où était la méta d'après toi et quelle est la consistance de cette data slate? Alors, on a une méta qui s'est quand même pas mal orientée sur un certain nombre de spams et donc de stat check, le custo, le démon KFC, donc avec beaucoup de petits poulets, et ça a tendance à énerver Game Workshop, donc ils le corrigent très vite, et on va voir que c'est ce genre de méta qu'on a vu à haut niveau et dans les tournois fleurir, que Game Workshop a essayé de corriger, parce que c'est de la méta un peu inintéressante, c'est pas très beau sur table, ça déclenche pas des jeux de très grande qualité, ça déclenche des jeux plutôt faciles, et donc bravo Game Workshop de chercher à corriger ça très vite, et on va voir que ça a teinté la totalité du MFM que l'on va voir aujourd'hui. Et par rapport à ce qui a été touché, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont observé comme type d'événement? Je pense qu'ils ont observé pas mal la scène solo, et aussi la scène équipe. Et là vraiment ils ont fait les deux, parce que typiquement on va voir que des listes custo et des listes démons ont un peu ramassé, et c'est des listes qui sont plutôt des listes d'équipe, qui sont présentes toujours en solo, mais qui ont vraiment été des terreurs en équipe. Et donc désormais, on le voit, ils observent vraiment les deux scènes, et ils réagissent très vite. On va voir également que ils ont amélioré EP des factions qui étaient un peu en reste, qui étaient absentes et de la scène solo et de la scène équipe. Donc il y a vraiment un travail assez fin, et dans lequel d'ailleurs ils s'astreignent à une véritable régularité. Donc vraiment on peut s'en satisfaire, parce que c'est du gros travail, tout ce qui est chiant, tout ce qui est frustrant, le Necron par exemple est sorti, il y a eu un certain nombre de frustrations, on va voir qu'il fait l'objet de corrections légitimes, donc bravo. Voilà. On commence donc par découvrir les protagonismes introduits dans le tome 2, on l'imagine, de la nouvelle campagne Maelstrom, qui va donc amener la 11e édition de Warhammer 40 000, en commençant par nos amis les Votann, avant d'introduire Berek. C'est quoi le positionnement des Votann aujourd'hui au niveau de la méta? Écoute, ils sont pas complètement au fond, mais ils sont pas non plus tout en haut, parce qu'en réalité, les cibles qu'ils détruisent bien sont pas extrêmement présentes. Donc c'est une armée qui est mid. Voilà, et qui fonctionne, qui peut être présente, mais qui fait pas des étincelles. Ok, là le nouveau personnage s'appelle donc Berek Stormborough, c'est donc un personnage héros épique, on ne peut donc pas le customiser avec des améliorations. Le fait est quand même qu'on est sur un body qui va coûter 110 points, normal, il bouge de 6, endurance 6, sauvegarde à 5, invulnérable à 5, un petit insensible à douleur à 4 quand même, pas que quand il est mené, hein, c'est vraiment tout le temps. Ensuite, il va avoir 5 points de vie, un commandement de 7 et un contrôle d'objectif de 1, ce qui est plutôt légitime. Il peut rejoindre, bien évidemment, et on le devine grâce à son petit physique, uniquement les berserkers. Ça tombe bien, on attendait un personnage pour accompagner justement cette espèce de colonne vertébrale de corps à corps des Votann, et il va leur donner de base au groupe qu'il rejoint la touche soutenue, et il va aussi pouvoir faire avec son unité des interventions héroïques à 0 point de commandement. Ensuite, au niveau donc de sa ligne d'attaque, c'est une vraie machine à peindre. Il va choisir parmi plein de profils différents, soit 4 attaques de force 10 PA-2, dégâts 4, anti-monstre 3+, et anti-véhicule 4+. En saturation, il va pouvoir proposer 8 attaques qui va toucher à 2 aussi, de force 7, PA-2, dégâts 2. Et alors, quoi qu'il arrive, avec son gantelet, 2 attaques supplémentaires de force 6, PA-2, dégâts 1. Bien évidemment, le tout en touche soutenue. Qui sera donc en plus de ça anti-monstre et anti-véhicule 3+. C'est un personnage qui est intéressant, parce qu'on n'avait pas de leader pour les berserk jusqu'à présent, donc ça permet d'avoir un outil dans le list building intéressant. Le touche soutenue, ça permet quand même de pas mal fiabiliser les touches, et même d'organiser ce qu'on appelle un spike. Donc ça veut dire que l'adversaire est obligé d'anticiper dans sa réception de l'attrition que vous allez pouvoir, faire un roll avec beaucoup de 6. Donc ça a de la valeur. En moyenne, ça correspond à un +1 pour toucher, donc ça permet de fiabiliser le volume d'attaque, qui est un peu la faiblesse des berserk. Donc forcément on se dit c'est intéressant. En plus c'est un personnage qui va être très difficile à tomber à la fin, parce que 5 PV avec un insensible à la douleur à 4 et un invulnérable à 5, ça fait concrètement un équivalent de 10 PV, et donc il va falloir aller lui mettre
15 blessures, il est en du 6, c'est lourd. Voilà, donc je trouve que c'est un personnage intéressant, je le trouve cher, honnêtement, pour ce qu'il fait. Et c'est un peu le problème des Votann qui ont aujourd'hui un alignement un peu trop élite par rapport à ce qu'ils délivrent réellement. Yes, et est-ce qu'il y a une synergie possible ou est-ce que tu penses que avec l'arrivée depuis le codex Votann du détachement Berserk, qui les passe en ligne, donc on peut les jouer au-delà de 3 itérations dans chacune des listes, est-ce que tu penses que lui fait sens? Est-ce qu'il va peut-être justement, sa simple présence va faire en sorte qu'on se dirigera peut-être un peu plus vers ce détachement ou pas? Je pense pas que c'est sa simple présence qui fera qu'on se dirige ou pas vers ce détachement. C'est un détachement qui a des outils dans son kit de stratagème très intéressants, le up and down, des advance charge, des choses très très cool pour les berserk. C'est plutôt la méta autour de ça qui va craindre ou pas craindre les berserk qui va faire qu'on va y aller. Je pense que c'est un détachement qui est viable, pas forcément au top niveau compétitif, mais qui est quand même plaisant à jouer. Et évidemment, avec lui, up and down, rapid ingress, advance charge, des nervosités comme ça, c'est intéressant. On va pas se mentir, c'est pas un personnage qui va révolutionner la méta Votann. C'est un ajout chouette, dont quand on est fan de nains, on peut pas s'en décevoir, mais c'est un ajout chouette, notamment je trouve avec l'héroïque intervention à 0 PC, parce que ça permet de se dire, tiens, dans toutes mes armées Votann, je vais avoir un pack de 5 qui sera dans un coin, planqué, et qui va pouvoir faire des pièges à héroïque intervention, qui vont pas peser sur mon économie en CP, et qui vont pouvoir derrière protéger ma progression, protéger le positionnement de ma forteresse, ou des choses un peu plus fragiles. Éventuellement interagir avec Buri, qui lui, du coup, a aussi une logique de face cap, je revis sur du 2+, bon, voilà, des choses comme ça. On tourne la page temporairement des Votann, puisqu'on reviendra sur eux quand on s'attaquera vraiment à l'aspect changement des coups en points sur la version de Warhammer 40 000. On passe maintenant du côté d'Eto. Et là, c'est du plaisir en barre. Déjà, quand ils avaient montré donc les lances jumelles, qui sont tout simplement 2 armures crisis, donc 2 véhicules, puisque c'est le mot-clé qu'ils ont. Bon, déjà en termes de modélisme, Game Workshop a montré qu'ils étaient capables de faire des armures ultra sexy en 2026, donc gros clin d'œil à ça. Ouais. Et après, en termes de règles, alors là, les joueurs tôt, vous allez tout simplement adorer. On est à 160 points. Les 2 figurines, donc c'est une unité de 2. Ce sont bien évidemment des personnages héros épiques, mais qui ne lead personne. Globalement, donc je rappelle, Exo Armure veut dire véhicule, et pour 160 points, vous allez avoir 2 bodies qui vont bouger de 10, d'endurance 6, invulnérable à 4, les 2, je précise, une sauvegarde à 2, 8 PV, ça fait 16 PV le pack, contrôle d'objectif 2, et un commandement de 6. Au niveau ensuite de leurs aptitudes, la frappe en profondeur, mais pas que, ils ont aussi éclaireur 8, donc au début de la partie, après qu'on sache qui commence, tout simplement bouger de 8 pouces. C'est pas tout. Globalement, ils vont avoir la touche soutenue et inner cover s'ils tirent sur la cible éligible la plus proche. Ensuite, au début de la phase de charge ennemie, ils vont pouvoir choisir une unité qui ne soit pas un monstre ou un véhicule, pas forcément visible, à 12 pouces 2, provoquer un test d'ébranlement, donc énormément de valeur pour la fin du tour, et aussi, quoi qu'il arrive, même si le test est réussi, diminuer de 1 la valeur de la charge de l'unité sélectionnée. Mais ça n'est pas tout. Ils ont aussi des rétrofusées, ces bâtards, puisque à la fin de la phase de combat, là, ami ou ennemi, pouvoir soit faire un mouvement normal de 6 pouces, soit faire un mouvement de retraite. Quand tu es endurance 6, que tu as 16 PV, invulnérable à 4, et que tu fais gratuitement une retraite, ça ouvre des portes stratégiques de ouf. Avant de te laisser commenter, on va aussi regarder leur arsenal. Déjà, au corps à corps. Le premier, il va être équipé d'un éliminateur à fusion. Il va pouvoir l'utiliser au corps à corps, lui offrant gratuitement une attaque supplémentaire qui va toucher à 4 de force 10, PA-4, dégâts D6 plus 2. Et les deux auront aussi un pistolet à impulsion pour faire 4 attaques de force 6, PA-1, dégâts 2, qui touche à 3+, qui pour du taux est notable. Et le deuxième, lui, est équipé, même au tir, par un canon à dispersion à ion. Et lui, ça sera 3 attaques qui vont toucher à 4 de force 7, PA-2, dégâts 2. Ensuite, pour parler du tir, les deux vont être équipés d'un drone, ça va donc en faire 2, qui vont faire 2 tirs qui vont toucher à 5 de force 6, PA-1, dégâts 1, ça fera donc 4 tirs pour les squads. Les deux sont de base équipés avec un petit pistolet, donc les deux vont faire des 6 tirs de force 5 sans PA, dégâts 1. Même si c'est un pistolet, ils ont le mot-clé véhicule, donc ils pourront entourer avec tout leur type d'armes, contrairement à de l'infanterie. Les deux sont aussi équipés avec un pistolet à impulsion qui va faire 2 tirs à 12 pouces, mais donc 4 tirs à 6 de force 6, PA-1, dégâts 2. Et après, l'un sera équipé avec l'éliminateur à fusion pour faire à 18 pouces 2 tirs touchant à 2 de force 10, PA-4, dégâts D6 plus 2 à portée donc de fusion. Et le deuxième sera équipé d'un canon disperseur à ion pour faire au plus mal, en surchargeant bien évidemment, 4 tirs à 18 ou 6 à 9 de force 8, PA-3, dégâts 3. Cette unité à elle seule redéfinit un petit peu l'épine des joueurs tôt. Ah bah c'est un répulsor exécutionnel le bordel. Vraiment, la quantité le volume de tir est délirant. Non, c'est et on rappelle que ça vaut 160 points. C'est-à-dire qu'il y a
2 fois 8 PV, un vu à 4, qui valent 160 points. Qui ont une liste longue comme le bras d'aptitude, et une liste longue comme 2 bras d'armes. Donc la puissance de feu du truc est incroyable. Tu as parlé de la capacité à rebouger de 6, soit en mouvement de retraite s'ils sont engagés, soit en mouvement classique s'ils ne le sont pas. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas cliquables, parce qu'à la fin de n'importe quelle phase, ils vont fallback, et donc ils vont pouvoir se réengager dans la partie. Je précise qu'ils ont le mot-clé vol, bien évidemment. Le mot-clé vol. Mais ça veut dire aussi qu'ils peuvent juste prendre une ligne de vue, tirer, et se recacher. Donc ça, c'est quand même... Leur durabilité est incroyable. Et puis maintenant, imaginez comment on les joue. Ils ont Scout 8, ce qui n'est pas du tout négligeable. Mais ça veut dire qu'ils vont être efficaces dès le premier tour, aussi bien en attrition que simplement en positionnement. Je rappelle que vous jouez des Ghost Kills quand vous avez un taux. Imaginez que désormais, vous allez pouvoir placer de façon très difficile à traiter pour l'adversaire une Ghost Kill sur un objectif au C3, et puis ces 2 petits bonhommes au C2 chacun. C'est-à-dire que vous placez 7 dossés qui ont une interaction extrêmement compliquée à gérer pour l'adversaire. Ça peut faire des héroïques interventions pour essayer d'aller aider la Ghost Kill. Ça peut venir te nettoyer ce qu'on appelle le chaff, donc les unités d'ouverture. Franchement, déjà c'est auto-include. Voilà. Le taux était en train de remonter. Bon, bah là, il va y avoir une recrudescence de la popularité du taux. Ça me paraît très très clair. Et cette unité-là va carry, le début de partie d'un taux, parce qu'il va y avoir une absence d'essoufflement. Si vous jouez bien cette unité, elle va être efficace toute la partie. Je n'ai même pas parlé des détachements dans lesquels il y a des stratagèmes de up and down, comme on appelle ça, donc retour en réserve. Ils ont la règle frappe en profondeur. Ça veut dire que vous les avez joués de façon assez conservatrice au début pour pouvoir tenir vos objectifs et faire de l'attrition de harcèlement, vous allez en plus de ça forcer l'adversaire toute la partie à screen sa zone de déploiement, parce que c'est pas un gros pack de 4 crises, c'est 2 crises qui, dans certains détachements, peuvent frappe en profondeur à 6. Je pense au Retaliation cadre. Et donc, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, si jamais ils sont en vie à la fin d'une partie où il y a moins de ressources, en plus, ils sont intuables. Bon, c'est très fort, c'est vraiment très fort et probablement sous-costé. On quitte les taux pour rester dans les Xenos avec cette fois-ci un personnage tyrannide. Personnellement, quand la figurine avait été dévoilée, ça m'avait pas tant que ça émoustillé, sauf que quand on découvre ces règles, on se rend compte que la géométrie, ou en tout cas la façon de jouer les tyrannides, va pouvoir bien évoluer, et ça, on aime. On est donc ici sur une figurine, un meneur de type infanterie qui coûte que 85 points, avec un mouvement de 10, on comprendra juste après pourquoi, une endurance de 5, 3 points de vie, pas d'invulnérable particulier, 6 points de vie, un commandement de 7 et une capacité d'objectif de 1. Mais aussi le mot-clé synapse, qui je le rappelle va vous permettre d'augmenter votre bravoure et potentiellement d'aller aussi sur certains détachements, non pas choper une, mais 2 unités tyrannides pour un petit PC, dépendamment de ce qu'on a envie de faire. Là où c'est intéressant, c'est qu'au niveau de ses aptitudes, il va donc être un meneur. Celui-ci peut rejoindre les packs de guerriers tyrannides, soit de corps à corps, soit de tir, mais surtout les Zormagon, qui sont donc les Gaunt de corps à corps, qui eux bougent de 10, c'est pour ça que lui va bouger de 10, et je rappelle que nativement, ce pack donne l'Advance Charge, donc de la plus-value à envoyer ce petit gars au corps à corps, puisque c'est sa principale utilité. Et aussi, il peut rejoindre les Thermagones, qui eux bougent de 6, certes, mais proposent un mouvement réactif in-build de D6 si on rentre dans leur 9. Donc quand même assez intéressant. Et pour finir sur son profil, il va être équipé salade tomate oignon, soit avec 4 attaques dégâts flat 3, soit avec 8 attaques dégâts 1, ou alors avec 6 attaques dégâts 2. Donc il sait tout faire. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce mec? Déjà, est-ce qu'il est sympa? Comment est-ce que tu peux l'intégrer justement par rapport aux possibilités des unités qu'il va pouvoir rejoindre? Et en quoi il pourrait changer les tyrannides? Vachement sympa. La dernière fois, on a bu un verre. Il s'est mis un 102 dans le quignon. Je veux dire. Le mec, il est bien. On rigole bien. Voilà. Non, sans rigoler, c'est vraiment très intéressant de voir comment Game Workshop essaie de rafraîchir un codex qui est vieux du début V10, donc à 3 ans, et il y arrive en ajoutant juste ce petit personnage. Pourquoi il y arrive? Parce qu'en fait, le Tyrannide a un gameplay normalement d'invasion. D'ailleurs, c'est le nom du détachement, invasion. Et pourtant, c'est pas celui qui est le plus efficace pour faire du swarm, en fait. Donc les logiques de Surge Move, de Blood Surge. Et là, on se retrouve à avoir ce personnage qui peut donner à peu près à toutes les unités classiques Tyrannides un Blood Surge. Donc le fait, une fois qu'on vous a tiré dessus et que vous avez perdu au moins une perte, de pouvoir faire un mouvement de D6 qui vous permet de rentrer à portée de mêlée. Absolument. Donc ça, c'est structurant, parce qu'on peut imaginer dans un détachement invasion qui, en plus de ça, en opportunité, pourra ajouter
de la résilience au pack avec un fil no pain à 5, un sensible à l'odeur à 5. Ramener des 3 plus 3 modèles pour ramener des 3 plus 3 modèles. Tu en as parlé, donc moi je pense plutôt effectivement aux Gaunt de corps à corps qui peuvent bouger de 10 advance charge, donc ils peuvent vraiment aller envahir l'adversaire, rajouter un petit peu d'attrition, mais c'est pas l'essentiel du sujet. Mais tu as raison de rappeler aussi les Gaunt de tir, parce que là, ça voudrait dire concrètement que eux, s'ils se positionnent en étant cachés, ça va être beaucoup de la réaction. Si vous rentrez dans leur 9, ils vont réagir de 6, et on peut imaginer un reactive move in, donc vers vous, et là, si vous mettez à leur tirer dessus, ils vont surge de D6, c'est-à-dire que vous êtes arrivé, vous êtes à moins de 9, donc vous êtes à 8, et avec 2 D6, il va pouvoir vous engager. Le D6 du React Move, puis le D6 du Surge. Donc, ça ouvre des gameplays tout à fait structurants, qui auraient dû être présents chez le Tyrannide depuis le début. C'est des sauterelles qui vous envahissent, vous en avez partout. Tous ceux qui ont joué à Space Marine 2, voilà le bordel, il y en a partout. Bon, là, enfin, sur la table, ça se traduit. On l'avait dans un détachement spécifique qui s'appelait Endless Swarm, mais c'était un stratagème, c'était pas assez présent. Là, on va pouvoir en avoir 3. Moi, je le mettrais très vite dans 2 packs de vin de Therma et un pack de vin Orma, peut-être même 3 packs de vin Orma. Imaginez même qu'on va dans le détachement qui valorise les pondeuses et vous vous retrouvez avec des trucs qui reviennent, qui sortent de partout. Vraiment très intéressant. C'est un petit personnage qui est pas cher et qui va vraiment autoriser des logiques de sauterelles qui vous viennent dessus pendant que les monstres derrière vous bombardent. Gameplay Tyrannide par excellence, on adore. Yes, tu parlais donc de ces fameux chaussons dont tu as. Là encore une fois, ce qui est intéressant déjà, c'est que c'est une créature synapse qui n'a pas d'invulnérable, ça faut quand même le noter. Je pense que c'est pour pas augmenter de façon stupide la résilience des gros packs. Et aussi, il n'a pas de précision in-build, alors qu'on pourrait s'imaginer un Tyrannide l'arrêt. On rappelle qu'il existe bien évidemment un stratagème générique qui pour un PC vous permet, si vous êtes un personnage, et ça sera son cas, de pouvoir justement précisionner. Et quand on a 10 à 20 PV tampons sur un pack, et qu'on a ce mec qui voit justement un des personnages, et que pour un PC on peut se dire fais attention si tu me charges, j'ai 4 attaques dégâts flat 3, je pense que tu te fais respecter sur table, même en Tyrannide sur l'attrition. Alors c'est vrai, et en même temps, comme ça, l'essentiel de sa valeur vient de ce qu'il buff l'unité, donc le sustain, le touche soutenu et le surge, et qui n'a pas d'invue, vous allez éviter de vous le faire précision. Donc il sera probablement plutôt en retrait non visible de l'adversaire, pendant qu'une sorte de bulle de sauterelle va aller en amont de lui, pour embourber l'adversaire. C'est vraiment de l'embourbement pendant que votre puissance, votre Death Sleeper, vos Exocrines, vos Tyrannoflex, vos Zoanthropes, tous... Flex. Tyrannoflex. Carni, Flex. Carni, Flex. Ok, très bien. Pendant que tout ça s'occupe de bombarder... Ça fait semer le doute. Bah oui, mais non, mais t'as raison. Excuse-moi, je m'en voudrais de dire le nom correct des unités. Excuse-moi. Et donc, ça va vraiment fonctionner comme ça, et vous allez proposer une véritable gêne à l'adversaire, alors que jusqu'à présent, en fait, c'était essentiellement des tremplins qui ne faisaient qu'accélérer la pression que vous mettez à l'adversaire. Là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'attrition hybride. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous approchez une front lane qui a des mouvements de surge, ça veut dire que vous vous interdisez d'y introduire une attrition au tir. Parce que si c'est le cas, elle va vous surge dessus, elle va taper en premier, elle va surtout empêcher toute forme de mouvement de charge. Bon, quand on doit renoncer à son attrition au tir, quand on joue pour le tour et à l'appui de son plan de jeu, c'est chiant, c'est très chiant. Et là, le Tyrannide va désormais forcer ça. 85 points, auto-include, 1, 2 ou 3 ? Moi, je pense que c'est auto-include. Et je pense que dans un détachement d'invasion qui aujourd'hui fait partie des plus populaires, moi j'en jouerai 2 ou 3. Vraiment, sans problème. Place maintenant les amis au Necron. On ouvre tout de suite le Faction Pack et on voit 2 modifications. La première va être amenée sur l'ancien détachement de Noël 2024-2025 avec l'arsenal Brise Astre qui donnait un bonus de +1 à la touche si la cible était sur un objectif. Oui. Là, ils ont rajouté l'exclusion des monstres pour ce bonus pour éviter justement que les Cthans qui étaient très présents dernièrement justement soient trop forts. Et ce détachement donnait aussi l'opportunité pour vos véhicules de pouvoir avoir assaut. Qu'est-ce que tu penses de ce changement ? Finalement, j'ai l'impression que c'était plus, on va dire, un oubli d'une synergie possible avec un ancien détachement et l'arrivée des nouveaux Cthans. En fait, c'est un détachement qui a eu beaucoup de succès pour spammer les Cthans parce que il donnait beaucoup de valeur aux Cthans avant qu'ils atteignent le corps à corps avec le assaut et le +1 à la touche, ça fiabilisait beaucoup. Et puis tout le kit de stratagèmes interagissait de façon assez toxique, des malus pour être blessé, des protocoles de résurrection qui étaient doublés. Et donc Game Workshop n'avait pas anticipé que ce détachement-là aurait la prédilection chez les joueurs Necron pour venir spammer les Cthans. C'est pas l'idée, il faut que ce soit le Panthéon. Donc ils ont éteint toutes ces interactions. D'ailleurs, les États-Unis étaient venus à la Pyra Cup avec Star Shatter, Full Cthulhu là-dedans. C'était de plus en plus populaire, il fallait l'éteindre, c'est tant mieux.
Et ils l'ont fait d'ailleurs avec tout ce qui relève des interactions qui sont aussi pas très très lore accurate, donc pas très très immersives. Là, c'est Star Shatter, c'est un détachement de véhicule à la base. Le roi, les Nécrons n'ont pas d'interaction avec les Cthans. Leur relation ne doit pas être une relation de synergie. Pourquoi est-ce qu'ils bufferaient les Cthans? Les Cthans, c'est des demi-dieux, ou c'est des dieux, donc des écharpes de dieux. Donc là, on va le voir pour la suite, ils ont éteint tout ce qui relève d'une puissance Nécron transférée à un Cthàn. Ok, écoute, excellente transition. On voit aussi une micro-modification du profil de Necrozor Amentar. On aura aussi tout à l'heure une augmentation de son coût en points, mais on en parlera quand on parlera du MFM. Là, c'est quoi alors qui va impacter Amentar? En fait, Amentar, il a une aura qui donne touche soutenue à tous les Nécrons si vous tirez sur votre cible la plus proche. Naturellement, le Cthàn, il tire toujours sur sa cible la plus proche, il tape ce qui est devant lui, et donc ça surfiabilisait, survalorisait les profils des Cthans, donc désormais ça exclut les monstres de cette aura de touche soutenue. D'autres changements pour les Nécrons? Oui, toutes les auras du roi silencieux ne concernent plus les Cthans. Donc le roi silencieux a les mêmes auras, simplement elles excluent les monstres. Donc plus de fiabilisation pour relancer les as pour toucher, les as pour blesser, plus de bonus de mouvement, etc. etc. Ok, je t'interrogerai quand on parlera des Nécrons, encore une fois, sur leur changement de coût en points. Autre modification de la Data Slate, ça touche les Blood Angels avec les prêtres sanguiniens, qui maintenant peuvent rejoindre plus d'unités qu'avant. Oui, désormais les Blade Guard et les Stern Guard vétérans sont éligibles au leadership d'un prêtre sanguinien. Ça change pas mal de choses, parce que je rappelle qu'il donne +1 à la pénétration d'armure et insensible à la douleur à 5, ce qui va permettre de donner une résilience tout à fait différente à ces bodies qui viennent par 3 PV, qui sont invus à 4, reroll les as pour la save. Donc vous êtes 3 PV, invus à 4, reroll les as à la save au corps à corps, insensible à la douleur à 5. Je rappelle également que vous pouvez être double lead, puisque un prêtre sanguinien, ce n'est ni plus ni moins qu'un apothicaire Blood Angel, et donc il peut lead avec un capitaine ou avec un lieutenant. Donc ça commence à proposer des gameplays différents pour ces Blade Guard, pas inintéressants, et qu'on risque de voir sur les tables prochainement. On passe maintenant sur les modifications de coups en points et la place dans la méta armée par armée. On commence par tout seigneur, tout honneur et par ordre alphabétique avec les sœurs de bataille, l'Adepta Sororitas. Et d'ailleurs, pour samedi, on vous prépare une petite pépite, les gars. React de la nouvelle série d'animation Adepta Sororitas Penitence. Mais là, on voit en tout cas que les sœurs de bataille n'ont pas de changement de coup en points aussi bien vers le haut que vers le bas. Pourquoi, à ton avis, la Sista se débrouillait comment en ce moment? La Sista, ça se débrouille très bien. En fait, ça a une richesse de datasheet qui fait que on n'est pas au niveau du Space Marine, mais enfin quand même, on peut vraiment continuer à se débrouiller quand on a joué en Sista, entre le détachement Martyr, le détachement Hallowed, le détachement Advanced Tier, donc Bringer of Flame. Et donc, en fait, la Sista, ça se débrouille. Ça joue contre tout, en équipe ou en solo, ça fonctionne. Ok, trop bien. On passe maintenant du côté de l'Adeptus Custodes. Seul changement de coût en points, c'est une augmentation de 10 points pour 4 figurines de Custodian Guard, ou alors tout simplement 10 points par tranche de 5. Mais ça, c'est une vraie vigilance de la part de Game Workshop qui s'est rendu compte qu'en baissant trop ces Custodian Guard, il y a des petits malins qui ont brisé le jeu en faisant un spam de Custodian Guard à l'intérieur de Land Raider. Donc la liste classique, c'est 3 Land Raider et full spam de Custodian Guard, ce qui donne énormément de valeur au détachement qui donne les React Moves, donc détachement Talon of the Emperor. Bon, là, c'est une bonne vigilance, c'est une réaction saine, rapide d'ailleurs, très rapide, qui conduit derrière à une prise de peu près entre 80 et 100 points de ce genre d'archétype. Et ça les détruit pas, mais ça les calme un peu quand même. Ok. Ensuite, on va passer à l'Adeptus Mechanicus. On rappelle que c'est l'armée championne du monde en solo par Richard Sigler, qu'on embrasse. Et derrière, pas de changement de coût en points pour cette armée, puisqu'elle avait déjà pris un micro-tarif après Atlanta, justement en fin d'année derrière. En ce moment, d'ailleurs, elle tire un peu la langue dans la méta, c'est un peu dur. Nous, on y est allé avec l'équipe de France, avec une armée AdMech. Tout le monde est venu en AdMech, d'ailleurs, à la Pira, et tout le monde a été déçu. Donc c'est une armée qui n'a pas besoin d'être nerfée, qui va peut-être, d'ici 3 ou 4 mois, avoir besoin d'être un peu ré-EP, mais aujourd'hui, qui s'en sort bien. Du côté maintenant des Eldar, on voit ici seule augmentation de coût en points, heureusement par rapport à ce qu'ils ont subi sur la dernière data slate, de Azurman qui passe de 125 à 135 points. Par contre, nos amis d'Yenden vont être super contents, puisque globalement c'est une diminution de tout ce qui va être guerrier fantôme, avec moins 10 points pour les gardes fantômes, moins 10 points pour les guerriers fantômes, et moins 10 points pour le seigneur fantôme. Oui, bon, écoute, on peut pas dire qu'on les voyait vraiment beaucoup sur table, donc très bien, des petites adaptations, des trucs qu'on voit pas, ça fonctionne.
les Eldar ont ramassé suffisamment pour pas se voir défoncer à nouveau sur une data slate. On note d'ailleurs que c'est la première data slate où ils se font pas défoncer. Voilà, petit moment de science. Plus sérieusement, comment est l'Eldar? Est-ce que tu penses que le nerf hammer qu'ils ont subi les avait enterrés? On avait encore des Eldar qui arrivaient à perf? On a encore des Eldar qui arrivent à perf, qui arrivent à fonctionner dans les GT. Ça reste toujours utile, simplement c'est plus God mode, voilà, ça joue au jeu comme nous. Alors, je dis pas que c'est facile, parce que par ailleurs, dans la méta en ce moment, il y a quand même des tueurs de bébés phoques, hein, certains codex qui sont forts. L'Eldar n'en fait plus partie. Ok, on enchaîne ensuite avec l'Astra Militarum. On voit ici seulement 2 ajustements sur les Rogaldorn, que ce soit le Rogaldorn générique qui passe de 250 à 260 ou le Rogaldorn Commander qui passe de 275 à 290. Bon, là, c'est juste histoire de dire, on a fait une modification sur Astra, c'est assez fort. Donc, les modèles qui étaient systématiquement présents dans les listes Astra, c'était les Rogaldorn. Tout le monde n'avait pas de Sion, tout le monde n'avait pas de Karskin, tout le monde n'avait pas de Bullgreen. Donc ils se sont dit, bon, il faut qu'on leur mette un petit coup sur le museau, on va taper sur l'élément commun, et c'est le Rogaldorn. Je pense que c'est suffisant, ils prennent 30 points, ça veut dire qu'il y a une unité qui va disparaître. Ça va. Ok. Ensuite, on fait un détour du côté des Space Marines avec le chapitre des Black Templars. Diminution de coût en points des croisés, étonnamment par 20. Ou lors de la dernière data slate, on disait que Game Workshop n'aimait pas trop justement ces espèces de masse de Marines par 20 et qui rétropédale un petit peu en diminuant de 10 points. Bon, le Black Templar, moi je suis ravi de voir que pour une fois je ne l'ai pas fait nerfer. Voilà. Mais il se trouve que c'est une armée très populaire, donc son win rate est faible. Et donc les influenceurs, notamment les influenceurs américains comme Art of War, ont insisté sur le fait qu'ils étaient un peu perdus dans les limbes. Parce qu'en fait, ce qui peut fonctionner, ce sont uniquement des gameplays et des list building très très skew, comme ils disent, donc très très affûtés, très spécifiques. Mais en fait, sinon en solo et avec une liste beaucoup plus White Dwarf, en ce moment c'est un peu faible, donc c'est normal qu'on voit qu'ils essayent de leur donner un peu de points. En tant que joueur français, t'es parti à la pire avec les Black Templars? Oui. Et ça a donné quoi? Et est-ce que toi tu aurais bénéficié de ce up? Alors j'aurais bénéficié de ce up parce que j'en jouais 3 des packs. 3 fois 3 fois 20, donc ça m'aurait donné 30 points. Et ça a très bien marché parce que j'ai fait 4e scoreur du tournoi, je crois, donc juste devant John Lennon. Pour pas se faire nerf. T'as sous-mariné, bâtard. Ah bah non, juste devant, pas juste derrière. Ensuite, du côté maintenant des Blood Angel, seule diminution de coût en points, c'est sur Astaros qui a perdu 10 points, il est passé de 95 à 85. Astaros Astorat, alors va pour Astorat. Bon, bah, ça c'est un changement un peu anecdotique, hein. Il se trouve qu'effectivement, parmi tous les personnages nommés, c'est celui qu'on voit le moins. Chez les Blood Angel, il est intéressant toujours, donc ça va pas changer le gameplay Blood Angel, contrairement aux petits changements dont on a parlé ça va pas changer le gameplay Blood Angel, contrairement aux petits changements dont on a parlé de leadership d'un prêtre sanguinien dans d'autres unités. Ça peut changer le gameplay. Ok, on passe maintenant du côté des démons du chaos. On se rappelle déjà que sur les détachements de Noël, ils avaient eu un détachement spécifique au pire par Dieu. Et aussi, ils avaient eu une refonte de leur profil d'armes de tir au niveau de ce que tu as appelé tout à l'heure les poulets, c'est-à-dire le Duc du Changement et Kéros. Ils avaient eu par contre une augmentation de points qui n'a pas semblé suffisante, puisque derrière, on a Kéros qui prend 10 points et le Duc qui en prend 15. Et le Puppeteer, qui est la relique du détachement Scintillating, qui en prend 15 aussi, qui est un mécanisme fondamental du détachement. Donc concrètement, vous prenez 4 x 15 et 1 x 10 de nerfs, c'est normal, c'était un détachement qui était extrêmement présent, assez toxique, trop facile à jouer, 2 unités qui faisaient du tir sans ligne de vue, le Puppeteer et Kéros, qui opposaient à l'adversaire beaucoup d'invus à 4 avec des endus élevés, des capacités à le kite à l'infini, parce qu'on peut up and down avec les poulets, même quand ils sont au corps à corps. On peut même tirer au corps à corps comme s'ils n'étaient pas au corps à corps en ignorant un démon de Tsench. Donc en fait, ça crée des facilités tactiques asymétriques entre le joueur démon et son adversaire qui étaient très frustrantes. Et il est normal que ça soit plus cher. Voilà, donc désormais, c'est pas neutre, parce que quand vous prenez un tel shot sur vos points, ça veut dire que le joueur démon a 2 choix. Soit il diminue encore ses unités de scoring et de screen, donc il était déjà quand même pas mal à l'os, soit il fait sauter un poulet. Et donc, on est vers moins de frustration, moins de stat check.
Globalement, tu penses qu'on est sur du nerf hammer ou en fait encore l'armée est complètement jouable et c'est d'ailleurs assez agréable à jouer? L'armée est complètement jouable, simplement on est moins dans un truc autoroute du kiff asymétrique sans consentement. Voilà. Donc là c'est toujours jouable, allez-y. D'accord. T'as parlé de l'autoroute du kiff, on va maintenant parler des Chaos Knight. Pas de changement de coup en point. Je rappelle que depuis l'arrivée du codex des Chaos Knight, donc il y a quasiment un an jour pour jour, ils avaient dicté la méta au niveau des championnats du monde pendant tout l'été. Ensuite, ils avaient eu une augmentation de coup en point. Ça avait créé un shift de méta qui allait plus vers de l'infanterie. Là, on voit pas de changement de coup en point, mais où était le Chaos Knight aujourd'hui? Et le Chaos Knight a été un peu boudé parce que il y a eu une phase de domination Admech et Eldar qui leur mettait quand même très très cher. Et du coup, il y a eu une myopie un petit peu de la méta qui n'a pas repris la présence des Chaos Knight dans les rosters alors que ça le méritait. Et donc aujourd'hui, le Chaos Knight est encore très bien. À la Pira, on a ce très bon joueur allemand qui s'appelle Louis, qui a fait premier scoreur ou deuxième scoreur, je crois, deuxième scoreur de la Pira, qui jouait uniquement Chaos Knight sans allié démon, où il avait des Nurglings, mais il n'avait pas les bêtes qui sont quand même un des piliers du gameplay Chaos Knight. Ouais, ça vous permet en fait d'exposer ces ressources-là. En plus de ça, à la fin d'une phase, si elles n'ont pas été détruites, elles reviennent full PV. Et en fait, ça vous permet d'exposer pas vos gros, donc des figurines à plus de 300 points dès le début, mais justement ces petites bêtes. Et en général, les unités qu'on aime bien mettre pour ouvrir la game ne suffisent pas à aller chasser justement ces bêtes de Nurgle. Donc aujourd'hui, le Chaos Démon, le Chaos Knight s'en porte très bien. Et donc il n'avait pas besoin d'être touché du tout. D'accord. Ensuite, on part du côté des Space Marines du chaos. Pas de changement de coup en point, si ce n'est sur un détachement avec moins 25 points sur l'optimisation de bande de renégats. Oui, c'était l'optimisation qui était la plus chère du jeu, qui était le double serment de l'instant. Ils se sont rendus compte que des deux détachements qu'ils ont sortis, ce n'était pas celui qui avait la préférence des joueurs de haut niveau. Et donc, il n'y avait pas besoin de surpricer cette amélioration. Ce qui me paraît cohérent. Et le Space Marine du Chaos, c'est rigolo. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est moins populaire qu'avant, mais tout simplement parce que la couette a été tirée du côté des armées qui ont leur propre dieu. On pense au World Eater, à la Death Guard, au Thousand Sun et aux Emperor Children's. Toi, c'est quoi ta vision aujourd'hui sur le Space Marine du Chaos? Le Space Marine du Chaos Vanille est plus fort que tout ça aujourd'hui. Mais la data slate n'a pas eu assez de data pour intégrer les corrections post-Maelstrom, et donc la sortie de Huron et de ses détachements. Donc je rappelle, excuse-moi, que ça a amené de l'infiltration au sein des Space Marines du Chaos, très agressive. De l'infiltration, puis ça a amené du React Move, ça a amené du Surge Move, ça a amené de la capacité à désengager charger, donc beaucoup de versatilité tactique dans le détachement de Huron. Moi, je serais pas du tout étonné. Enfin, je trouve que les Maelstrom sont largement sous-costés, donc la prochaine data slate, ils seront corrigés, ça me paraît clair. Et je pense également que le détachement de Huron apporte beaucoup trop de valeur à un certain nombre d'unités, notamment les Accursed qui peuvent désengager charger désormais, ou les possédés qui peuvent désengager charger. Et donc, on va voir que le Chaos Space Marine va quand même être très dominant dans les prochaines semaines et mois. Il sera extrêmement présent à la Ligue 1 qui arrive d'ici une dizaine de jours. Il sera présent au Home Nation en avril, il sera présent partout. Ok. Petit détour très rapide du côté des Dark Angel, pas de changement de coup en point, on en reparlera bien évidemment quand on parlera des changements de coup en point qui vont s'appliquer à tous les Space Marines du monde. C'est quoi toi ta vision des Dark Angel en tant que chapitre? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont retenu ton attention pour aussi inspirer les gens qui ont envie justement de burner leur liste? Ça marche, on peut jouer Dark Angel et se faire plaisir, notamment le détachement du Rock. Le problème du Dark Angel, c'est que il a actuellement une difficulté de game design. Il y a une obligation, un enjeu chez Game Workshop d'avoir un équilibrage externe, c'est-à-dire entre codex, mais aussi un équilibrage interne, c'est-à-dire entre chapitres. Aujourd'hui, les points des unités du codex Vanille sont les mêmes, peu importe que vous les plongiez dans un détachement Blood Angel, dans un détachement Dark Angel. Ça crée une vraie rigidité d'équilibrage pour Game Workshop qui est un obstacle à l'équilibrage interne. Et donc, si on baisse aujourd'hui les points des Dark Angel, on est un peu obligé de baisser les autres. Et donc, ils sont à l'os. Pourtant, il y a des unités qui n'ont pas la valeur, qui n'apportent pas la valeur sur table que la valeur qu'elles proposent dans le list building, sont trop chères. Mais je ne vois pas comment changer cette situation et les baisser. Donc, tant que, en tout cas, Game Workshop ne fait pas choix de affiner, on va dire, par chapitre. Exactement. En tout cas, ils ont quand même un des meilleurs primarques du jeu qui maintenant choisit 2 auras depuis la dernière data slate. Oui. Ils ont aussi des Terminators 4 PV moins 1 dégât sur les objectifs. Alors, ils ont un des primarques, parce que c'est peut-être le primarque le moins joué depuis le début, parce qu'il est difficile à rentabiliser, il est cher, il est quand même un peu fragile, et il nécessite d'être accompagné, il a besoin d'une escorte. Il est swag de ouf,
il n'y a pas de problème. Mais en fait, le problème de ce Primark, c'est Son Escort qui n'a pas le niveau. Donc c'est jouable. Ils ont du tir qui est de qualité, ils ont des Terminators qui sont quand même chiants à gérer. Simplement, ils ont une rapidité, une mobilité qui est quand même faible. Et on s'attendrait à ce qu'il y ait plus de résilience en face de cette mobilité. Le problème, c'est que si on va plus loin dans la résilience, ça devient extrêmement frustrant. Et donc, ils sont un peu bloqués pour l'instant. Donc moi, ce que j'espère, c'est qu'une réécriture et éventuellement une prochaine saison leur donnera un nouveau vent. Un nouveau vent de fraîcheur. Ils sont jouables. Ils sont un peu en plafond de verre. Ok. On passe maintenant du côté de la Death Guard. On ne voit ici qu'un seul changement, c'est la diminution du coup en points du Prince Démon ailé. Oui, il est jamais joué. Go baisser les trucs qui sont jamais joués, hein, bien sûr. Et la Death Guard, comment est-ce que tu la vois aujourd'hui ? La Death Guard, elle a un peu perdu parce que la méta est très orientée vers le tir. Alors la Death Guard, elle adore qu'on lui fonce dessus et gérer les armées de corps à corps. Ça reste une armée qui, dans des mains expertes, fonctionne. Hein. Alban a encore très bien fonctionné à la Pyra Cup. LBS, ouais. Et voilà, LBS. Donc ça se joue très bien. C'est encore dans la méta, mais c'est plus dominant. Ok, on passe maintenant du côté des Drukhari, que des diminutions de coups en points. On voit que les Gorgones ainsi que le Rémoncule a baissé, et aussi que les Fléaux, mais sans les armes spé, en tout cas sans les 4 fameuses armes lourdes, eux aussi ont baissé. Maintenant on est à 75 points. Bah pareil, hein, on les voit jamais sur table, donc go baisser les trucs qu'on voit pas sur table jusqu'à ce qu'on les voit sur table. Et le Drukhari, c'est comment aujourd'hui ? Franchement, le Drukhari, c'est méta. C'est méta parce que ça propose forcément un duel de skill à l'adversaire. Il y a pas mal de Space Marine-like dans la méta, ça tue très bien le Space Marine. Les Hélions, c'est quand même une unité raciste de ouf. Les Fléaux avec armes spéciales, c'est très fort aussi. Donc le Drukhari a sa place, on en a vu pas mal à la Pyra Cup, on va continuer à en voir. Et c'est bien parce que c'est pas facile de rendre un codex avec si peu de datasheet jouable sans le rendre immédiatement pété comme c'était le cas en V9. Parce que très vite, quand t'as peu de datasheet, soit c'est pété, soit c'est nul. Donc je suis assez content de l'endroit où se situe aujourd'hui le Drukhari. Ok, on retourne maintenant du côté du chaos avec les Empereurs Children's. 3 diminutions de coups en points. La première, c'est les Tourmenteurs, donc je rappelle ceux qui vont s'infiltrer. Pas de changement de coups en points par 5, mais par 10, avec 160 points, donc 10 points de réduction. Je suis pas sûr qu'on les jouera par 10. Et derrière, les Terminators du chaos qui reperdent de nouveau 10 points. Je rappelle que la particularité des Terminators des Emperor Children, c'est qu'on ne peut les jouer que par 5, flat. Là, on est à 145 points, les 5 bodies de Terminator. Est-ce que ça va suffire à se poser la question ? Là où pour le coup c'est aussi préoccupant, les Lames Faibles, donc entre guillemets l'unité de 3 corps de duellistes, ont encore perdu des points. Ils étaient passés de 120 à 110 et maintenant de 110 à 100. Bientôt ça sera donné. Donc 100 points les 3. Est-ce que tu penses que les 3 changements qu'on vient de voir ici vont changer la tête des listes ? En tout cas, je le souhaite parce que ça fait depuis la sortie de ce codex que les listes ont la même morphologie, plus ou moins un petit véhicule supplémentaire, parce que John Lennon a eu la bonne idée d'introduire un Mauler Fiends, plus ou moins, est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est 3 princes démons ailés ? Bon, c'est quand même boring, hein, un peu. Donc là, c'est cool qu'ils essaient de donner un peu de jus aux Tourmentors, aux Flawless et puis aux Terminator. Je pense que le truc qui va être examiné attentivement, c'est surtout les Flawless Blade. Parce que les Flawless Blade, ça vient te taper à pied. C'est ça qui est intéressant. Hein. Tu as une aptitude Advance Charge, c'est pas pour faire de la frappe en profondeur au T2. Tu vois, c'est avec l'Advance Charge, des mecs qui bougent déjà de 7 ou 8, que tu as envie d'aller cogner le mec. Et là, 100 points, ça veut dire que petit à petit, ces Flawless se rapprochent du statut d'unité d'ouverture. Parce qu'avec 100 points, peut-être tu n'es plus obligé d'ouvrir avec un Chaos Lord, qui commence à être cher. Hop, t'ouvres avec ces Tourmenteurs, t'ouvres avec ces Flawless Blade, qui vont aller tuer l'unité, commencer à incrémenter tes tallies. Ça commence à devenir intéressant. Ouais. Ensuite, on passe du côté du culte Gene Stealer. Pas de changement. Où en était le culte Gene sur cette version ? Toujours une armée extrêmement spécialiste. Cité Eric Latouras, tu joues ça en Australie. Mais sinon, on en voit très peu. Pour autant, quand on en voit, on se fait dessus parce qu'on sait plus ce que ça fait, que le mec, s'il joue très bien, il a des capacités d'outplay qui sont incroyables. Donc, c'est pour ça, je pense que Game Workshop est aussi un petit peu embêté. Hein, ils savent même pas où aller. Hein. Voilà, et c'est normal. Personne ne le joue. D'accord, donc quoi qu'il arrive, quelqu'un qui voudrait jeter son dévolu sur cette armée, c'est une armée de spécialistes, oui. Donc c'est parfaitement jouable en termes d'échelle de puissance, on va dire ça comme ça. Totalement. Mais c'est vrai que ça demande une réflexion. Mais sachez que vous allez choisir une armée qui sera donc moins présente. Ah oui, tout à fait. Ok. Ensuite, au niveau des chevaliers gris, ils continuent aussi, tout comme pour les EC, à baisser le coût en points, mais cette fois-ci que des Terminators. On commence à être vraiment pas cher. On est à 150 points les 4 termis. Hein.
Oui, bon, est-ce que ça va pour autant sauver le Grey Knight qui a une gamme de figurines vieillissantes, qui a un codex qui est sorti tardivement mais qui sentait quand même un peu la nafta. Ouais. Bon, ça va pas les sauver. Hein. Mais encore une fois, on les voit pas. Go baisser les points. Bien joué. Honnêtement, je rappelle que pour 150 points, vous allez avoir 4 figurines avec une invulnérable à 4, une endurance de 5, 3 PV, que si vous en restez un en vie, et tout simplement c'est le Nartessium, donc ça veut dire qu'à votre phase de co, vous remettez 3 dossés, vous passez à 6 dossés pour 2 figurines. Enfin, c'est quand même pour moi toujours un pari, entre guillemets, quand tu laisses des Terminators sur un objectif. Bien sûr. Et puis après, un joueur GK qui est expert de son codex, il va s'en sortir. Hein. Il va avoir des capacités à up and down qui vont être très pénibles. Il va avoir, dans certains détachements, des capacités à FEP à 6 into charge qui vont être pénibles aussi. Donc, le GK, ça se joue. On passe maintenant du côté des agents de l'Imperium. Pas de changement à l'horizon sur les coups en points, mais on va quand même regarder les alliés de l'Imperium, notamment avec l'augmentation en points d'un inquisiteur qui était à 55 et qui passe à 65, et surtout l'inquisitrice Draxus qui prend 15 points. T'as 95, elle passe à 110. Oui, mais ça c'est une conséquence de l'adaptation de Game Workshop à l'archétype Custodes qui était toxique. Car Draxus était auto-inclus dans cet archétype pour garder la backlane et pour pouvoir je fais double tir, full relance des blesses et derrière même plus un PA, plus un force, donc ça avait beaucoup de valeur. Bon, voilà, il y a trop de ressources dans ce détachement-là et c'est pas normal qu'on fasse une marée dorée. Je veux dire, les marées, c'est pour les peaux vertes, c'est pour les Black Tide, mais les Golden Tide, non. Donc, on se calme. Ok, on passe maintenant du côté des Imperial Knight, et surpris de voir encore une fois que même si on peut s'imaginer dans l'esprit collectif que Imperial Knight égale Chaos Knight, pas du tout au niveau de son ADN. Et là d'ailleurs, on voit une belle diminution de coups en points. On voit que maintenant les Elverine ont perdu 5 points, ils étaient à 140, ils sont à 135. Les gros chevaliers errants ont perdu 10 points, ils sont à 355. Et enfin, le Gallant est passé à 355. Oui, alors ça va pas non plus révolutionner le détachement, enfin en tout cas ou le codex, parce que ce sont des unités encore une fois qu'on voyait pas beaucoup. L'archétype Ika que l'on voit le plus en ce moment, c'est un archétype avec 2 Lancers Canis et 2 Crusaders. Voilà, boum, ça y est, c'est posé. Et ça fonctionne très bien. Est-ce que cette baisse de points sur le Errant et le Gallant va inspirer les joueurs Ika? Possible, j'en doute. Ok, on retourne maintenant du côté des Necrons, cette fois-ci pour parler de leur coup en points. On voit notamment que tous les Ctans ont pris 10 points, flat, et que Necrozor Amenta a pris 20 points. Pas de changement sur le reste de l'armée. Franchement, Necrozor, c'était bien un minimum. Faut quand même se raconter, se dire la vérité. Et les Ctans, 10 points, c'est un ajustement qui me paraît dosé. Celui qui me paraît qui est le plus désagréable, c'est le Deceiver, parce qu'il a un socle de Blade Guard quand même, rappel. Comme c'est le plus vieux, il a un socle de 40, ce qui fait que on peut difficilement l'écranter. Ouais. On peut difficilement l'écranter, mais surtout on peut difficilement accéder à son interface de corps à corps. C'est-à-dire qu'au tir, il a stealth, donc il a discrétion -1 pour être touché, donc t'as pas envie de le traiter au tir, et puis surtout il sera caché. Et au corps à corps, tu peux pas mettre tes figurines, parce que toutes tes figurines doivent taper un Blade Guard. C'est chiant de ouf en fait. Donc lui, il aurait peut-être mérité un petit giflon supplémentaire. Il nous reste à voir aussi le détachement d'Ectan, donc le Panthéon du Malheur, qui globalement a pris 15 points sur toutes les améliorations, quel qu'était leur coup de départ. Ça veut dire concrètement que si vous jouez un Ctan dans ce détachement-là, vous avez pris 25 points par Ctan. Ça, je suis pas sûr que ce soit bien malin, parce que c'était déjà pas le détachement qui était joué. Ils viennent de tuer le détachement Starshatter pour les Ctan. Moi, je me serais dit, tiens, vous nous invitez les joueurs de Full Ctan à revenir sur votre détachement Panthéon. Bon, là, l'invitation, elle est quand même pas claire. Voilà. Donc, je pense que, et à la rigueur, peut-être S5 pour la méta, on va toujours voir les Ctan, mais on en verra un, peut-être 2, au milieu de gameplay connus, donc Awaken, Phalanx, et probablement plutôt le Deceiver. Bah écoute, trop bien, en tout cas, tant que c'est pas un nerfhammer, mais que ça devient plus sain, au moins même, pas forcément pour le compétitif, mais c'était des armées qui étaient ingérables. Je comprends un joueur d'écran qui veut jouer full Ctan, c'est agréable, il joue moins de modèles et tout, mais c'était très cancer et peu fun. Je suis là, c'est d'accord. Ensuite, pas de changement au niveau des orques. On avait dit qu'ils étaient bien remontés à la dernière data slate, puisque c'était notamment déjà des coups en points, mais pas que, c'était surtout en fait une modification de Monsieur Cascultraka qui maintenant pouvait rejoindre les boys et prenait aussi moins de place dans les transports. Oui. Où est l'orque aujourd'hui? L'orque, on le voit pas partout, mais il joue. Quand il joue, il fait pas rire. Donc non, il n'y avait pas besoin de toucher l'orque. L'orque, désormais, il est à la bonne place et il va
re-rentrer dans la méta à la faveur de la présence ou non de ses cibles. Mais qu'un très bon joueur orc qui joue Warhorde aujourd'hui, c'est redoutable, hein. C'est une frayeur. On ouvre maintenant la porte à l'énorme chapitre des Space Marines, générique mais pas que. Globalement, on est sur une augmentation des coups en points au niveau des Dreadnought Redemptor. On sait que Game Workshop se cherche un petit peu avec ce Dreadnought parce qu'il avait diminué de 10, là il reprend 10, il est maintenant à 205. Je rappelle que c'est le Dreadnought Primaris qui donne moins 1 dégât, d'où le fait de l'augmentation de coups en points. On a ensuite l'augmentation, et c'est la première fois je crois, du lieutenant avec arme combinée qui prend quand même 15 points. Ils ont vu que c'était une parfaite unité, tu vois ce que je veux dire, épine dans le pied ou un excellent top-honor, donc qui est passé à 85 points. Le Répulsor Executioner a aussi pris 10 points, donc c'est la plus grosse plateforme de tir qui est passée de 220 à 230. Plus spécifiquement maintenant, au niveau des autres chapitres, on voit que les gardiens d'Ultramar ont pris 15 points. D'un autre côté, ils étaient à 90 points pour 18 PV. Voilà. Oui. Et maintenant ils sont à 105. Et là où pour le coup c'est un petit peu différent, c'est la disparition. On ne sait pas si c'est une coquille ou quoi. Ils sont toujours dans l'application, mais c'est la disparition de l'ancienne version de Marnus Calgar accompagnée de ses 2 Vitrix à 200 points et aussi l'ancienne version de Cato Sicarius. Oui. À mon avis, c'est temporaire. Hein. C'était exactement le même problème qu'on a vu avec Necrozor. Necrozor, quand il est sorti, n'avait pas de Field No Pain à 5 sur la datasheet et en avait un sur l'application. Ça a été résolu très rapidement. Donc c'est à mon avis un problème de nettoyage d'application. La volonté, c'est de n'avoir plus que Marneus seul, en armure Terminator et pas Gravis. Et de n'avoir plus que le nouveau modèle de Cato Sicarius. Qu'est-ce que tu penses de ces changements? Est-ce que ça va changer le visage des listes? J'ai l'impression en tout cas tout ce qui va être Redemptor et Gladiator Executioner, c'est aussi un petit pied de nez encore aux ultramarines. Oui, le problème c'est que la liste ultramarine double Repex est hyper raciste. Donc il y a plus 20 points si vous en jouiez 2. Vous perdez les deux Vitrix qui avaient la vue à 4 avec Marneus, ce qui est significatif parce que ajouter une vue à 4 dans un pack qui n'en a pas, ça change vraiment les attributions de blessure. Je pense pas que le nerf soit suffisant pour effrayer un joueur ultramarine. C'est beaucoup trop fort. Et, enfin, même, en fait, ça a des oppositions, mais c'est un jeu un peu facile. Et donc, ça méritait, à mon avis, de prendre un peu plus. Quant au lieutenant Combi Weapon, bon, ça c'est un petit coup sur le nez de tous les Space Marines parce qu'il fait partie du bread and butter Space Marine, hein, avec les intercesseurs en backlane, le lieutenant Lonop pour l'ouverture et éventuellement 5 scouts. Ça c'est le début de toutes les listes Space Marine. Donc quand tu mets 15 points là-dedans, ça veut dire que tu mets 15 points à tous les Space Marines. Pourquoi pas, si on considère que overall les Space Marines sont trop forts, c'est une bonne façon d'équilibrer le Space Marine que de doser un peu cette affaire-là. Pour l'ultramarine, je pense que pour l'instant c'est encore un peu facile parce que en gros il va perdre de 35 points parce que tu jouais jamais les Dread Redemptor et les Repulsor Executioner, c'était ou l'un ou l'autre. Du coup le gameplay va pas changer. Ok, on passe maintenant du côté des taux. Seule diminution de l'armée. Bon, vous avez vu qu'ils ont eu un énorme cadeau avec les jumeaux qui viennent de débarquer. Mais Game Workshop, rétropédale, on sent qu'ils ont été un petit peu boudés avec justement les nouvelles stealth qui, je le rappelle, avant se jouaient à 3, maintenant se jouent à 5 depuis leur arrivée dans Kill Team. Et donc ils étaient à 110, ils sont passés à 100. Ouais, ça c'est les taux qui ont fait leurs enfants gâtés parce que t'es passé de 3 à 5 modèles, t'as dit ah ouais mais c'est un nerf parce que c'est auto-include et donc du coup c'est plus cher, notre taxe est plus chère. Bon, c'est pas vrai en fait. Pas d'incitation à la haine, Olivier, attention. Moi j'aime beaucoup les taux. Moi j'incite pas à la haine contre les taux, mais contre les joueurs taux. non, mais voilà, en fait là, je trouve que Game Workshop a peut-être cédé un petit peu au queenage. Le taux n'avait pas besoin de baisse de points. Encore moins les stealth. J'entends toujours beaucoup de choses sur les taux. Or pourtant quand moi je les joue, je me sens jamais démuni, tu vois, je sens que j'ai beaucoup de ressources en main. Bien évidemment, on est sujet, on va dire, aux critiques faciles de du Day One de la 10e édition, qui est que c'est une armée qui ne joue que sur une seule phase, la phase de tir. Je trouve que c'est faussement vrai, parce que justement t'as tellement aujourd'hui d'outils, de micro-véhicules et ainsi de suite, pour aller embêter l'adversaire, le bloquer. Toi, c'est quoi ta vision aujourd'hui sur le taux? Le taux, je rejoins l'observation de la difficulté de plonger le taux dans la V10 parce que la V10 a introduit des mécanismes d'agents solitaires, a introduit beaucoup plus de mécanismes de normativité des layouts et donc le taux qui joue sur une phase de tir unique se retrouve à avoir plus d'obstacles et donc ça va prendre un peu de temps à Game Workshop d'adapter le game design du taux à la nouvelle trajectoire du jeu qui est une trajectoire saine parce qu'en fait rester dans sa zone de déploiement et bombarder l'adversaire jusqu'à ce qu'il meure, c'est nul. Donc, pour autant, en fait, ils ont quand même baissé significativement les points d'étau de façon régulière, ajouté des aptitudes de mobilité,
les mouvements scouts, des infiltrations. Et donc ça permet d'avoir une vraie dynamisme et de faire du tir de courte portée, avec des logiques aussi de fire and fade, comme on peut le voir en cadre retaliation, qui est un détachement qui offre beaucoup de possibilités d'outplay, donc de skill expression, donc sur table avec l'adversaire. Donc le taux, pour moi, désormais est tout à fait jouable, même avant les Twin Brothers, là, et en réalité est en pleine ascension. Il y a vraiment un retour du taux important dans les rosters en équipe, mais aussi sur table solo. Donc aujourd'hui, c'est pas une armée facile à jouer pour la raison qu'on vient d'évoquer, parce que ça veut dire que quand tu n'as qu'une seule phase pour tuer ton adversaire, il faut avoir ta macro d'attrition bonne du premier coup. Voilà. Pour autant, la puissance brute et la quantité de ressources, comme tu dis, permet de vraiment tempo l'adversaire. Tu as beaucoup d'infanterie qui vont en plus de ça te mettre des malus à la charge. On a désormais les Twin Brothers qui vont te mettre le Battle Shock Test et les malus à la charge qui peuvent venir se mettre peut-être en plus des malus des infanteries. Ça veut dire aussi que ça va te gamble ta charge pas seulement sur le jet, mais sur la relance. Si tu es Battle Shocké, tu ne relances pas ton jet. Bon, quand tu rates ta charge face à un taux, tu pleures tes grands morts. Bah, du coup, c'est peut-être là la clé pour permettre au taux de réceptionner des armées de corps à corps. Yes, maintenant du côté des Thousand Sun, pas de changement. Je rappelle qu'ils avaient été assez nerfs il y a 2 data slates. Là, les seuls changements sont appliqués sur les démons, donc sur le détachement qui permet de prendre des alliés démons, et c'est les mêmes que ce qu'on a vu sur les démons du chaos, puisque ça impacte le duc du changement et Kéros. Tout à fait, bon, bah, c'est normal. Et le TS aujourd'hui, tu le vois plus ou tu le vois encore ? Il est en train de revenir. En fait, le TS, il est toujours éventuellement utile en Coven. Il y a certains créatifs qui essaient de le faire marcher en rubrique AE également. Mais bon, en Coven, il y a des bon, en Coven, il y a un certain nombre de gameplay ou même de mécanismes de résilience, comme on peut imaginer l'Ultramarine Vitrix, qui base tout sur les malus pour blesser et les save à 2. Toi, tu lui dis, bah bouge pas, plus 2 à la PA, et puis Doombolt, bon, ça le gonfle. Donc, bon, il a pris cher sur la question de ses spells, certainement un peu trop parce que ça les rend très gamble. Par contre, ces mécanismes d'attrition sont toujours singuliers. Donc, en tout cas, dans la méta d'équipe, ça pourra toujours être utile. Ok, et il nous reste à voir les World Eaters qui ont comme seule diminution de coût en points le Féroce Centaurus qui a perdu 5 points, il est passé de 170 à 165, donc je suis pas sûr que ça change la tête des listes des World Eaters. Ils sont complètement en folie, bien évidemment. Non, je blague. Non, mais ils sont où aujourd'hui dans la méta ? Est-ce qu'ils sont encore jouables, tout ça ? Alors moi je pense qu'ils sont encore jouables. Ils ont tellement terrorisé la méta que désormais tout le monde est entraîné contre, donc il y a un petit recul de leur présence. Parce qu'on s'est équipé à la fois intellectuellement mais aussi en armes sur table pour jouer contre les armées de Berserker. Je sais que en revanche en solo c'est plutôt faible parce que c'est pas le genre de liste qui peut all-comer comme on dit, c'est-à-dire qui peut gérer un peu tout, ou alors il faut aller vers des gameplays ou des list building très différents avec plus d'élite. Jouer plutôt Space Marine que Horde. Je sais par contre qu'il y a beaucoup de pays en équipe qui donnent beaucoup de valeur au World Eater. L'Australie par exemple a gagné la Coupe Challenger en début d'année contre Art of War d'ailleurs sur le continent américain avec un World Eater type tanker. D'accord. On a fait le tour de tout ce qui fait justement la saveur de cette data slate. J'aimerais qu'on revienne quelques minutes sur ces micro-changements mais qui apportent un changement de direction. On l'a vu encore une fois avec juste une nouvelle entrée pour les taux, il leur donne quand même une bouffée d'oxygène, un nouveau personnage tyrannide qui, en tout cas moi en tant que joueur tyrannide, me donne envie de refaire toutes mes listes. Ah oui. Et dans toutes mes listes, dans tous mes détachements. Bien sûr. C'est quand même assez sympa comme modification. Votan, bon clairement c'est un nouveau personnage, je pense que c'est plus un ajout de collection, même s'il peut être auto-inclus, on en a parlé tout à l'heure, en tout cas il sera pertinent. Blood Angel, t'as vu, juste avec en changement le côté meneur d'une entrée, tu viens de donner potentiellement une bouffée d'oxygène avec un style différent, peut-être de réception de charge et plus d'agression avec le tanking des Blade Guard. Tout à fait. Franchement, c'est un gros travail de Game Workshop. Effectivement, comme tu l'as dit, le Votan, il n'y a pas de révolution de gameplay à l'appui de ce petit personnage. En revanche, le leadership côté Blood Angel, le personnage tyrannide et puis les taux, ça change. C'est juste 3 entrées, 3 datasheets, mais qui peuvent changer totalement le gameplay de ces connexes-là. Ajouter des mouvements de surge à des unités qui peuvent être par 20 et Feel No Pain à 5 modulo 1 PC en invasion, c'est big.
Ça veut dire, c'est pas big qu'en invasion d'ailleurs, ça peut être big aussi dans le détachement des tunnels, parce que vous arrivez à 6, boum, vous faites votre charge avec vos affaires, et hop, ça y est, vous avez tout envahi, vous avez screen toute la table, et hop, ça va surge. Voire même, ça va réactiver Win to Surge, parce que si vous les mettez dans des gones de tir, qui eux sont un peu moins véloces, et qui ont du mal à aller vers l'adversaire, ben là, avec le tunnelier, ils y sont déjà, ils vont faire charge à 6, ils sont complètement sur l'adversaire, et puis ben, quand il y aura un fallback, le fallback va rester dans les 9, ils vont rebouger de D6, donc ils vont chase le mec et le surge. Donc ça donne des possibilités de gameplay et de list building énormes avec des micro-changements, et ça, Game Workshop commence à vraiment être bon là-dessus, pour redonner de la fraîcheur avec des toutes petites releases. Bravo, franchement déjà, ça donne envie de jouer, alors que on est certainement sur une fin de version, et que on pourrait se dire... on va laisser le truc s'essouffler. Bah non, ça donne envie de jouer, ça donne envie de réfléchir. Moi, je vois ce prêtre qui arrive là, bah, j'ai à nouveau envie de réfléchir au Blood Angel. Bah, c'est fort, hein. C'est intéressant ce que tu viens de dire pour cette fin de version. Rien n'est officiel, encore une fois, de la part de Game Workshop, on est plutôt sur des rumeurs. C'est cool de se dire qu'on a attaqué au-delà de la 3e année d'une édition, et finalement, on n'est pas envie d'être attentiste pour savoir où va la prochaine édition. On sait globalement que commercialement, maintenant, Game Workshop est lié avec le plastique. Je m'explique. Aujourd'hui, on sait que quand vous achetez une boîte, celle-ci sera jouable en l'état. Donc si jamais vous mettez tout simplement l'équipement du plastique, vous savez que ça sera jouable s'il y a une 11e édition. Et donc, on n'est pas dans l'attente de la 11e édition, on est dans la continuité de continuer à jouer à Warhammer 40 000 en attendant de voir. Et c'est rare ces fins d'édition où finalement, on n'attend pas 3 mois. Tu as tout à fait raison. Moi, je commence même désormais à avoir un peu l'expérience de ces changements d'édition, moins que toi, hein, puisque j'ai connu le 8 à 9 et le 9 à 10, donc j'ai connu 2. Mais il y avait vraiment un côté très crépusculaire à la fin de la V8 et à la fin de la V9, que je ne ressens pas à la fin de la V10, qui est, du coup, c'est très agréable. On n'est pas là en train de se dire, bon ben, on va jouer la belote en attendant la nouvelle version, quoi. Non, on continue à jouer à Warhammer. Et on continue même à avoir des sorties de modèles et des sorties de règles. L'éditeur ne lâche pas son jeu. C'est cool. C'est très cool. Mais écoute, en tout cas, très content d'avoir eu la surprise de cette data slate. On espère clairement que vous allez aimer la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus une fois que c'est fait. Et que vous voulez partager votre passion, n'hésitez pas à booster la vidéo. Si vous voulez aussi supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à passer sur le Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus. Ciao Wargamer.